non, non. Allez-y. Vous êtes en live là, allez-y. Les données et les droits de Respecto a los datos de los derechos humanos, la vigilancia de masa y À ce panel vont participer 4 expertes. La parité est respectée. Nous avons donc Anne Cavoukian, Brenda Leong, Claudia Del Pozo et Heng Shu. Nous présenterons nos panélistes juste après un petit mot que je voudrais faire. Et nous pouvons passer au slide, à la page suivante. Vous pouvez faire avancer en fait. L'idée majeure que je veux exprimer ici en quelques minutes ou secondes, c'est que entre le monde de l'identité et le monde de nos comportements et de l'historique de nos comportements, nous avons une passerelle, une articulation qui va être portée par la technologie de la reconnaissance faciale. Ainsi, nous avons vécu ces dernières années l'informatisation pour des raisons d'efficacité de l'identité. Et puis, se sont greffés à ces mécanismes d'efficacité la capacité de transformer des éléments de notre vie, par exemple le casier judiciaire, criminal record, le dossier médical, ont été transposés dans le monde digital. Mais en fait, tout notre comportement, toute notre vie intime, tous les historiques de navigation, les historiques de consommation sont enregistrés. La nouveauté avec la reconnaissance faciale, c'est qu'entre le monde de l'identité et le monde du reporting de notre vie, il peut y avoir une connexion sans notre consentement. Quand vous manipulez la biométrie, les empreintes digitales, l'iris, la présence physique de la personne concernée est requise. Quand nous sommes en reconnaissance faciale, l'identification de la personne ne nécessite pas forcément un consentement préalable et la relation, le link entre notre identité et nos traces peut se faire à notre insu. Donc en fait, nous sommes dans un nouveau monde où la technologie autorise une traçabilité extrême et pour concilier l'intensité de la traçabilité avec les droits humains et le respect de la vie privée, nous devons définir tous ensemble le niveau de traçabilité acceptable.
Et ce niveau de traçabilité va dépendre des valeurs défendues au sein des sociétés. Le niveau de traçabilité acceptable en Chine n'est pas forcément celui acceptable en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc la problématique de reconnaissance faciale doit être d'abord une problématique sociétale avant d'être une problématique de technologie de pointe. Ce n'est pas parce que notre voiture peut rouler à 180 degrés que nous avons le droit de rouler à 180 km par heure, que nous avons le droit de rouler à 180 km à l'heure en ville. Et c'est cela qu'on doit essayer de réguler. Donc, si on revient sur la page de ma présentation, le problème qui va se poser, alors je ne sais pas si les organisateurs vont, voilà, très bien. Le problème qui va se poser, c'est au niveau du triangle noir. C'est comme le lien entre l'identité et le monde digital, dans le monde digital. Et ce lien-là et le niveau de traçabilité fait émerger un nouveau mode de gouvernance où doivent intervenir les êtres humains, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Et en gros, tous les mécanismes qui pousseront vers des décisions automatiques. Et donc la question aussi qui se pose, c'est quel type de décision automatique sommes-nous amenés à autoriser dans une société qui respecte les valeurs des droits humains. Voilà, donc après cette petite présentation, nous allons, avec nos experts, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à ce panel des gens, des personnes, des experts qui maîtrisent bien leur sujet, et depuis longtemps. Et donc, ma première question va être quid de la reconnaissance faciale dans le monde et qu'est-ce qui peut être considéré comme reconnaissance faciale et qu'est-ce qui ne l'est pas. Peut-être chacun des panélistes aura le droit d'interagir, mais je dirige cette première question vers Brenda Leong, qui est directeur du laboratoire aux États-Unis sur l'intelligence artificielle et l'éthique et le futur de la vie privée. Merci Brenda. Merci Omar pour cette présentation et merci beaucoup pour cette opportunité qui m'est donnée à participer à ce débat aujourd'hui vraiment intéressant. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il s'agit là de thématiques tout à fait opportunes. Mes copanélistes vont certainement nous aborder les questions contextuelles, mais pour clarifier, lorsqu'on parle de reconnaissance faciale, de quelle technologie nous partons, en particulier lorsque nous parlons de les réguler ou lorsque nous parlons des attitudes ou d'autres détails, puisque la reconnaissance faciale
en tant que terme, eh bien, c'est une terminologie très étendue. Cela peut être lié aux caméras qui fixent eh bien, les visages des personnes ou tout ce qui est même couverture médiatique, mais on ne fait pas nécessairement référence aux nuances en matière de risque, surtout liées aux bénéfices ou dans le cas d'utilisation qui pourrait être beaucoup plus nécessaire et appropriée et soumise à considération. La reconnaissance faciale, généralement, inclut deux catégories très spécifiques. Il s'agit tout d'abord de la vérification et de l'identification. Ces deux facteurs sont des situations pour lesquelles nous faisons correspondre deux images différentes. Nous avons des images qui sont déjà insérées dans une base de données, stockées, et puis nous récupérons une nouvelle image sur le moment et on procède à la vérification entre les différentes composantes, comme lorsque l'on ouvre notre téléphone. Il s'agit d'une comparaison entre une image et bien d'autres. Par exemple, on recherche un permis de conduire sur une base de données, ou on cherche un suspect dans une nouvelle base de données d'un fichier de délinquants. Il existe donc cette reconnaissance faciale qui, lorsque les êtres humains sont présents, ou comparée au moment où les êtres humains ne sont pas présents. On procède donc à une comparaison à partir d'une seule et même photographie, et cela entraîne davantage d'applications telles que la détection d'émotions, la reconnaissance faciale en vertu des traits humains, des traits physiques. Il ne s'agit pas uniquement de reconnaissance faciale. Cela n'implique pas uniquement le fait de reconnaître une personne sur une photographie pour vraiment faire appliquer sa fonction. Il faut également parler des problèmes et des risques liés à cette technologie. Mais cela, je laisserai de côté pour le moment, puisque je sais que mes copanélistes ont des commentaires importants à apporter. You're on mute. Omar, vous êtes en mute. Sorry. Merci Brenda. Est-ce que d'autres panélistes souhaitent apporter un complément avant que je ne pose la question à Claudia au sujet de l'importance de la vie privée dans ce contexte? Alors, des compléments à ce que Brenda a exprimé. Anne? Thank you. Of course, Merci. La vie privée est absolument essentielle. Cela fait partie des fondements de notre liberté et c'est absolument fondamental. Nous ne pouvons pas avoir de liberté au sein de nos sociétés sans une base ferme en matière de vie privée. La reconnaissance faciale fait irruption de manière significative. Comme le disait Brenda, il y a une comparaison entre différents fichiers de 1 à 1. La comparaison 1 à 1 est la manière de vérifier avec un consentement préalable de notre image. Par exemple, si nous allons traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis, nous pouvons avoir une carte Nexus ou un système de vérification biométrique qui vérifie que notre consentement par rapport à notre image en direct comparé à l'image préalable que nous avons fournie aux autorités. Et cela est tout à fait correct puisque nous donnons notre consentement préalable, mais cette vie privée est finalement sous notre contrôle personnel, finalement la disposition de cette information personnelle. Mais nous comparons cela à la situation de la reconnaissance faciale de une image à plusieurs qui est quasiment invisible puisqu'on n'a absolument aucune idée que nous sommes exposés à plusieurs caméras qui captent notre image et cela se fait de la façon la plus indiscrète. Nous n'avons absolument aucun contrôle à cet égard et les faux positifs qui peuvent se présenter sur la base de entre 1 à plusieurs et sont absolument perturbant, puisqu'en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni, près de 80% des cas retrouvés de reconnaissance faciale sont erronés. C'est-à-dire 81%
des fois où nous identifions une personne comme étant délinquant, comme une personne d'intérêt, eh bien, c'est une image erronée. Différentes thématiques judiciaires, différents responsables judiciaires sont approchés, m'ont contacté pour les aider, puisque énormément de suspects, eh bien, n'avaient absolument commis aucun délit. Lorsqu'on se présente auprès du commissariat de police pour établir un rapport en signifiant, en déposant plainte, eh bien que notre identité a été dérobée finalement, donc ces cas positifs sont absolument perturbants. Et en particulier pour les gens de couleur, à Détroit, aux États-Unis, il y a quelques mois, un rapport a été publié qui indiquait que 96% des cas étaient erronés, des cas de suspects identifiés par le biais de reconnaissance faciale étaient erronés. Donc c'est absolument incroyable. Il y a des personnes qui disent bien que ce système de reconnaissance faciale devrait être interdit, qu'il faudrait qu'il soit davantage régulé, voire même interdit de façon définitive. Et je serais moi tout à fait d'accord au titre personnel, c'est absolument nocif, puisqu'il n'y a aucun préavis, aucun consentement, aucun type de contrôle. Il faut juste signaler une entreprise israélienne qui s'appelle DID, qui a des procédés incroyables, puisqu'ils permettent que l'image soit détectée par le biais des reconnaissances oculaires, mais non plus par reconnaissance faciale. On voit, c'est visible par l'œil humain, mais ce n'est pas perceptible par la technologie de reconnaissance faciale. On pourrait donc évoluer. Il faut vraiment absolument être très attentif sur ces cas-là. Je ne vous entends pas. De nous dire son point de vue sur le sujet. Thank you, Omar. I think there might be a little bit of a Merci, Omar. Nous avons quelques soucis techniques, mais nous nous efforçons. Je voudrais prendre la parole parce qu'il est important. Pourquoi il est important? Pourquoi cette question de la vie privée est importante? Je voudrais vraiment partager certaines données qui nous ont été partagées il y a quelques jours. Cela me semble tout à fait pertinent pour ce débat. Pourquoi devrions-nous parler de surveillance faciale? Nous comparaisons différents pays au sein de l'Union européenne et nous comparions le pourcentage de la population qui était directement affectée. Elle était affectée à la base de l'efficacité du système de récupération de données de la part du gouvernement. À ce moment-là, il y avait un système de récupération de données très avancé, avec même des cartes qui demandaient aux gens directement même la religion, quelle était leur religion, et d'autres systèmes également, beaucoup moins insidieux, qui ne posaient absolument aucune question sur les croyances personnelles concernant les confessions, puisque nous devons préserver notre vie privée. Les systèmes de reconnaissance faciale peuvent s'installer avec l'idée de prévenir tout crime ou délit. Par exemple, à Venise, récemment, il y a une technologie de reconnaissance faciale installée à des fins de prévention des crimes et délits, mais qui, par la suite, est devenu un système de surveillance des touristes. Comment peut-on donc faire confiance au fait que ces systèmes ne vont pas, par la suite, bien se retourner contre nous? Et c'est ce qui s'est passé également aux Pays-Bas, où nous avions les systèmes les plus avancés, où ils ont eu donc les indices 73%
En France, par exemple, on est particulièrement préoccupé par la question de la vie privée, puisque cela nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Donc, énormément d'informations personnelles. Certains disent qu'ils n'ont rien à cacher, mais non. Cette relation aux données, aux informations change, puisque ces informations sont passées entre différentes mains. Nous devons donc considérer que les choses évoluent, les choses changent. Dans le cas de Venise, il s'agissait d'un système de prévention de crimes et délits. Aujourd'hui, il s'agit bel et bien d'un système de surveillance. Voilà, c'est vraiment ces données initiales que je souhaitais vous partager pour souligner l'importance de cette thématique et la raison pour laquelle il doit y avoir des systèmes beaucoup plus responsables en matière de reconnaissance faciale ou si nous devons au contraire soutenir la tendance qui est donc d'interdire ces systèmes-là. Merci Claudia. En fait, finalement, en fait, le principe classique de finalité n'est peut-être pas suffisant pour éviter la politique des petits pas. Puisque parfois ces systèmes sont mis en place pour une finalité qu'on ne peut plus refuser ou qu'on ne peut pas refuser, et par la suite, on monte les marches de l'escalier petit à petit pour arriver à d'autres finalités qu'on aurait pu refuser initialement. Anne, c'est quoi le bon équilibre, la bonne balance entre respect de la vie privée et efficacité de la gestion de nos affaires quotidiennes? Alors, Omar, je ne pense pas qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre. Il ne s'agit pas de gagner, perdre l'un ou l'autre, la vie privée contre la sécurité ou la vie privée. Je pense que la vie privée ne gagne jamais lorsqu'il y a d'autres intérêts qui sont placés au milieu. Moi, je pense que je ne vais pas permettre de perdre sur la vie privée pour des questions de sécurité ou d'autres questions. Moi, ce que je propose, c'est que nous construisons un système positif avec des avantages positifs et vie privée et utilisation des données, vie privée et sécurité publique. On peut absolument faire les deux. Il ne s'agit pas de décider l'un ou l'une par rapport à l'autre. C'est ce à quoi je m'oppose. Très souvent, on partage ce point de vue qu'il s'agit d'une fausse dichotomie. On ne peut pas avoir de vie privée parce qu'il y a d'autres intérêts au milieu. Non, ce que nous expérimentons aujourd'hui, c'est précisément ce phénomène avec la Covid où les gens disent, eh bien, il faut avoir donc un passeport sanitaire qui doit donc aller à l'encontre de votre vie privée. C'est une question très délicate. On ne peut pas oublier la question de notre vie privée. On peut avoir les deux, et on peut la sécurité des données, l'utilité des données, et on peut faire en sorte que que ces informations ne soient pas identifiées au niveau personnel. Ce que l'on ne peut pas faire, c'est dire, donc oublions notre vie privée. Moi, j'étais commissaire de la Commission de la vie privée à l'Ontario pendant 17 ans. Et pendant tout ce temps-là, il y a eu différents partis politiques qui ont été au pouvoir. Et avant d'arriver au pouvoir, ils étaient particulièrement intéressés sur la vie privée et la vie privée des données. Lorsqu'ils arrivaient au gouvernement, ils voulaient absolument avoir un contrôle absolu. Et nous avons dû vraiment être très vigilants. Et nous devons continuer d'être très vigilants vis-à-vis de notre vie privée, de nos données personnelles, indépendamment de la crise du moment, puisque dans le temps, nous allons devoir faire face à de nombreuses crises. Je me rappelle pour le 11 septembre, imaginez-vous cet incident terroriste
de grande échelle, eh bien, les gens disaient, voilà, oubliez votre vie privée, il faut protéger la société. Mais non, nous avons bien sûr besoin de faire en sorte que la société soit en sécurité, mais sa vie privée doit également être protégée. C'est une erreur de céder la vie privée au nom d'autres intérêts. Parce que ce qui se passe par la suite, c'est que la vie privée s'érode et la surveillance prévaut à ce moment-là. Et la reconnaissance faciale n'est qu'un exemple. Il y a bien d'autres exemples encore. Sans notre contrôle, sans notre consentement, on ne peut pas perpétuer ces problèmes. Donc il faut absolument protéger notre vie privée, nos données personnelles et essayer de promouvoir d'autres intérêts également. Une question pour Brenda. Vous m'entendez? Donc, pour Brenda, en fait, comment pourrait-on se protéger contre la reconnaissance faciale? Quelles sont les limites de précision auxquelles nous devons faire face? Et quelles sont les autres formes de surveillance de masse? Merci Brenda. I entirely agree with Anne's perspective in the sense. Alors, on ne peut pas, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il nous faut avancer sur différents fronts dans le même temps. Il y a différents cas pour lesquels nous devons sacrifier l'un ou l'autre des éléments. Les gens ont différentes définitions sur le niveau de la vie privée qu'ils sont disposés à céder ou accepter. Il peut toujours y avoir des tensions, mais je pense que la reconnaissance faciale est l'un de ces facteurs du fait des différentes perspectives présentées. Et différentes activités. Il y a bien sûr différentes activités d'enquête, d'investigation sur les différents délits pour lesquels nous devons procéder différemment. Parce que bien sûr, cela peut porter préjudice à nos libertés, à l'encontre également de la vigilance, de la surveillance de notre sécurité lorsque nous sommes en public. Historiquement, nous ne savons pas s'il y a des façons d'établir un équilibre, d'imposer des contrôles raisonnables. Bien sûr, l'une des manières de trouver cet équilibre est de voir les différents systèmes mis en place. Bien sûr, les systèmes ne fonctionnent pas forcément bien. Au-delà du fait de penser qu'il s'agit d'une bonne idée, utiliser ces systèmes ainsi ne sont même pas utilisés souvent pour les fins pour lesquelles ils ont été créés. Donc, la capacité d'évaluer l'aptitude de ces systèmes, qu'il s'agisse d'une organisation extérieure, par exemple aux États-Unis, une organisation qui évalue les algorithmes ou les systèmes de reconnaissance faciale pour de nombreuses entreprises et qui sont par la suite soumis à l'épreuve, ou par le biais d'audits qui peuvent être réalisés a posteriori ou par le biais d'un système de surveillance. Mais tout cela fait partie d'un cadre des meilleures normes et pratiques ou de pratiques normatives. Et les attitudes concernant certains de ces systèmes sont très élevées en termes de vérification lorsqu'il s'agit d'une comparaison 1 à 1. Et cela peut sembler très élevé, même lorsque la qualité est élevée. Il y a certaines circonstances où les systèmes fonctionnent bien, où même les systèmes fonctionnent bien avec tous les types démographiques, peu importe de la race ou autre phénotype, mais très souvent, ce sont des environnements de preuves contrôlés. Alors, je ne sais pas si ces standards peuvent être maintenus encore en application dans notre vie quotidienne, notre vie réelle, dans les lieux dans lesquels nous avons vu qu'ils étaient utilisés et appliqués. Nous avons vu que cela se traduit souvent par un manque de confiance ou une baisse de la confiance à leur égard. Mais je crois
que dans certains cas, ce type de surveillance s'oppose au principe d'une société libre et des régimes démocratiques. Je voudrais revenir. Omar, nous avons du bruit de fond. Vous fermez le micro lorsque Omar ne parle pas, s'il vous plaît. Merci, Brenda. Elle est terminée. Merci Brenda. La question posée à Anne, c'était efficacité versus vie privée. Anne a répondu que ça ne peut pas être l'un au détriment de l'autre. Nous avons besoin des deux en même temps. Brenda a évoqué la problématique de liberté. Et donc, je poserai la question à Eng. Liberté et surveillance, comment ça peut vivre ensemble ou ne pas vivre ensemble? Et si vous pouviez faire un petit focus sur le concept de crédit social en Chine. Merci, Eng. Merci pour votre question. C'est une question assez complexe. Je voudrais partager un exemple qui s'est présenté, un cas récemment présenté en matière de reconnaissance faciale, donc en Chine. Très facilement, on peut le voir à partir des bandes vidéo que en Chine, les autorités scannent et numérisent les visages pour pouvoir donc faire des achats, acheter des billets. Pour les citoyens, numérisent ou scannent leur visage l'utilisent comme un moyen d'achat de billets d'avion, par exemple, ou de billets de train. Donc, à partir de là, on peut très clairement voir que ce système en Chine s'est développé en toute transparence. Les Chinois ont tous conscience du développement de ces systèmes de crédit social. Tout le monde a une vie physique, une vie numérique et agissent en conséquence du fait de cette norme de surveillance à l'égard de la population chinoise. De plus, le calcul du score de crédit de qualification de crédit social n'est pas uniquement basé sur le monde physique ou numérique. Il se base également sur le système de qualification sociale de votre famille, de la famille. Film, we can tell that Chinese citizens are not all reacting negatively. Some of them actually commented as a very convenient system because their argument is with a social credit system in place. Il y en a qui disent que c'est un système très pratique, tout le monde ne réagit pas de façon négative et ils disent que cela améliore le comportement des personnes. Alors les personnes vont avoir un meilleur comportement, seront plus gentilles, plus conviviaux et va améliorer le contexte de la société chinoise. Ceux qui ont une mauvaise qualification, une mauvaise notation seront interdits d'entrer aux aéroports et aux stations de train. Aux gares de train. Et bon, ceux qu'on interviewe sur la Chine, sur le territoire continental, observent que ce crédit est favorable
Ils disent que bon, le visage de la personne représente la qualification de crédit. Et avec cette qualification de crédit, on peut se faire de très bons amis facilement parce qu'on n'a pas à prendre du temps pour connaître les personnes, mais on peut atteindre une conclusion immédiatement et décider si on peut être copain de cette personne grâce à cette qualification des crédits. Et bon, ceci nous pose une situation d'utilisation très positive où la méthode évolue à 100% de transparence dans un système et une culture tout à fait différente. Alors, on le voit d'un œil favorable. Un coût-bénéfice qui a été analysé. Bon, le bénéfice dépasse le coût de cette méthode, mais dans le reste du monde, nous devons réfléchir. On va attendre à utiliser la reconnaissance faciale dans notre monde en ce moment et dans notre vie quotidienne et dans le monde numérique. Allons-nous encore attendre longtemps? Merci. Claudia, voulez-vous rajouter d'autres choses dans d'autres régions du monde? Claudia, vous n'avez pas de micro, vous avez fermé votre micro. Oh, merci, je m'excuse. Bon, il me semble que cette manifestation sur la protection de la vie privée des personnes, je suis heureuse qu'on l'ait tenue en Amérique latine et comment cette reconnaissance faciale va poser un défi actuellement. Je partage ici 5 ou 6 raisons et j'explique mon point de vue et après... Brenda, je sais que vous avez vos propres perspectives, votre propre ressenti sur la manière dont ce système social pourra être répliqué dans l'industrie et d'autres domaines. Mais parlons des défis spécifiques auxquels l'Amérique latine fera face à l'égard des techniques de surveillance et de reconnaissance faciale. En premier lieu, il y a un grand historique de gouvernement, de dictature en Amérique latine. Et ces gouvernements d'oppression ont utilisé cette technique d'identification pour exercer la répression. Alors, il y a toujours cette culture autoritaire que nous n'avons pas encore dépassée. On le voit au Venezuela, les histoires en Équateur, le Chili, etc. Cela pose un grand défi au moment de voir une adoption non maîtrisée des données à la reconnaissance faciale. Un autre défi dans la région que les citoyens ne peuvent pas maîtriser, ils ne peuvent pas faire confiance au système et éviter les abus. Donc, l'Amérique latine n'a pas de loi portant sur la protection de données. De nombreux pays, oui, ont promulgué ces lois, mais ce type de ces sauvegardes n'ont pas été mises à jour ni ajustées pour refléter la numérisation du monde. Et tant que l'Union européenne y est parvenu, l'Amérique latine reste encore à l'arrière. Le Brésil a un GDPR, mais dans d'autres pays, il y a encore beaucoup à faire. Il faut mettre à jour, il faut encore créer des systèmes de protection des données. Et on a également fait le constat que d'autres sites ont déjà déployé la technologie de la reconnaissance faciale, mais ne s'acquittent pas des principes juridiques, ni de proportionnalité, ni de nécessité pour ne pas interférer avec les droits humains. Et quand je parle de proportionnalité, je veux dire par là que si le problème que vous essayez de résoudre véritablement exige la reconnaissance faciale pour le résoudre, donc c'est une question d'adoption technologique et de consentement technologique. Et il faut savoir si le défi à relever peut être résolu par une autre technologie ou un autre focus. Et les autres 2 points à
soulevées à l'égard des défis de la reconnaissance faciale en Amérique latine et la question que Brenda a mentionnée quand elle parlait de précision. Les systèmes de reconnaissance faciale sont meilleurs quand ils ont à l'identification d'hommes blancs, mais ne sont pas aussi opérationnels en identifiant les hispaniques ou les noirs. Si nous élaborons un système qui est entraîné à reconnaître les visages des hommes blancs, nous aurons un problème de mauvaise identification. Cela a déjà posé de grands problèmes dans le monde et cela va être exacerbé parce que nous ne sommes pas entraînés les systèmes avec le visage des personnes qu'on verrait en Amérique latine. C'est la race. Et un point des plus importants pour moi, une des questions les plus importantes, c'est que dans le monde, à Londres, à New York, à San Francisco, ils ne sont pas contents ou ils ne sont pas satisfaits du point de vue sécuritaire. Et quand on offre des technologies qui pourraient augmenter la sécurité entre les citoyens, pour les citoyens, et vous n'avez pas suivi tous les débats liés à la sécurité, par exemple, alors on reçoit des réponses très ambiguës. Par exemple, dans la ville de Mexico, ces systèmes ont été déployés. Les personnes sentent qu'il y a un système qui les protège. Mais comme on n'a pas véritablement une sensation ou un sentiment d'être en sécurité, la protection de la vie privée passe à un deuxième plan. Alors, que se passe-t-il dans les pays où la protection de la vie privée n'est pas la priorité? Que se passe-t-il également avec la reconnaissance faciale et cette volonté de les accepter? Et voici les thèmes et les problèmes les thématiques et les problèmes en Amérique latine. Et j'aimerais écouter ce que Brenda a à dire et que Henga aurait à dire. Merci, Claudia. Merci pour ce rappel sur l'importance de... Merci. Muchas gracias. Comment la parole à Brenda. Brenda, je vous en prie. Sorry about that. Je m'excuse. J'allais un petit peu plus vite que la musique. Là, je m'excuse un peu. Bon, je vois que... Bon, Claudia, elle faisait allusion au fait qu'on est très surpris par ce crédit social de la Chine. Je suis américaine et je ne peux pas parler pour le reste du monde. Mais nous avons reçu de nombreux commentaires portant sur cette situation. Et il faut faire le constat que le résultat effectif n'est pas si différent ailleurs. Bon, il y a de nombreux contextes, oui, mais la différence est minimale car le traçage et le suivi n'est pas géré par les entreprises privées. Et c'est un brassage de procès privé-public. Et oui, en effet, on continue d'être catégorisé suivant notre cercle de contact en ligne, notre comportement en ligne, l'information, le traçage des emplacements qui sont utilisés et toutes les petites miettes numériques qu'on laisse sur notre parcours qui seront recueillis, qui seront analysés et dans les applications, les algorithmes et l'apprentissage automatique. Donc, potentiellement, cela n'est pas si différent dans les différents pays. Au lieu de nous centrer uniquement sur la technologie, il me semble qu'il serait très intéressant également de nous concentrer sur les retombées et les résultats finaux, les libertés, les contrôles qui seront établis dans le domaine de la protection de la vie privée. Alors, quels sont les domaines à établir pour parvenir aux résultats souhaités au lieu de développer une technologie spécifique, car autrement, peut-être,
nous regardons seulement la forêt dans son ensemble et non pas les arbres. Bon, je ne suis pas en désaccord avec vous, avec toute la surveillance qui est gérée, mais la qualification des crédits en Chine est invraisemblable. J'ai entendu un cas où un étudiant qui était un étudiant excellence, un étudiant du cadre d'honneur. Et on lui a nié l'accès à l'université car la qualification sociale de ses parents était inacceptable. Donc, il me semble que cela est un scandale. Le niveau de surveillance sociale en Chine, c'est un scandale. C'est vraiment pas permis, c'est outrant. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord. Nous sommes tous dans un certain éventail. Il ne s'agit pas de tout ou rien. Et il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours des zones grises. Et il faut toujours veiller au pas à prendre en avant. Alors bon, voici une toute petite fenêtre ouverte sur nos sociétés occidentales et il y a tous ces éléments dont il faut tenir compte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un peu moins. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite avoir 45 secondes pour le mot de la fin? Et vous avez été interpellé. Comment allons vivre dans un monde qui ne soit pas Thank you. aussi traçable que ce que l'on Thank voit se construire un peu partout? I will keep it short. Surveillance is the antithesis of La surveillance est l'antithèse de ce qu'on essaye de faire. C'est le contraire. Il faut le contrer à toutes les chances qu'on aura pour le contrer. Et la reconnaissance faciale, malheureusement, est une des pires méthodes qui soit, car fréquemment, on ne sait même pas que la reconnaissance faciale est en train d'être appliquée sur nous. Alors, oubliez le consentement, le contrôle, la maîtrise. On n'est même pas avisé que cela est en train de se passer de... Alors, pas seulement dire non, ce n'est pas non à la surveillance, à la reconnaissance faciale, mais plutôt à la surveillance outrante. Bon, il faut dire que la technologie de la reconnaissance faciale est un défi à l'encontre duquel il faut agir ou bien trouver des méthodes plus responsables de l'utiliser. Et jusqu'à présent, nous n'y sommes pas parvenus. Ah, ça est un échec. Alors, on continue à faire des reconnaissances faciales de plus en plus risquées, de plus en plus dangereuses, et une enfreinte au droit de réunion, enfreinte au droit de la manifestation collective, à la protection de la vie privée. En 2013, le Canada a imposé l'interdiction aux masques qui cachait l'identité au cours de manifestations. Ah, Claudia, votre temps, vous avez dépassé votre temps imparti. Abel? Je vous remercie toutes pour ces excellentes interventions. Et je vous dis à la prochaine, en espérant qu'on aura un peu plus freiné le mouvement de la reconnaissance faciale. Merci à toutes. Thank you. Merci, grand merci, merci à tous. Merci beaucoup.